En 2011, un livre est publié aux Presses de la Cité. Son auteur est un professeur de géographie, encore peu connu, qui vit en Normandie. Et à l'époque, personne ne peut l'imaginer, mais le roman va s'écouler à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Nymphéa Noire sera même le polar le plus primé de l'année. Alors est-ce que c'était juste un coup de chance? On dirait que non, parce que le suivant, Un avion sans ailes, dépassera carrément le million d'exemplaires vendus. Et je pense qu'à partir du moment où, pour plein de raisons, les gens se recommandent le livre, après le phénomène s'amplifie. Dans les 12 années qui suivront, il sortira 13 romans, tous des best-sellers, dont certains seront même adaptés pour la télévision et pour la BD. En 2014, il intègre le prestigieux classement GFK qui recense les romanciers ayant vendu le plus de livres. Et en 2017, il devient le deuxième auteur le plus lu en France, juste après Guillaume Musso. Et pourtant, il ne fait rien pour chasser le succès. D'abord connu comme écrivain de polar, il bascule complètement vers la littérature générale et ça ne change rien. Au contraire, tous ses lecteurs le suivent. Et malgré des millions d'exemplaires vendus, il reste professeur de géographie à l'université jusqu'en 2023. Alors comment un prof est devenu en seulement quelques années un romancier capable d'enchaîner les best-sellers? Et surtout, comment il a fait pour maintenir ce succès pendant plus de 15 ans? Quand vous lisez la 4e de couverture d'un roman, vous cherchez surtout à savoir s'il peut vous intéresser. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'humour? Est-ce que les personnages sont intéressants? C'est pour ça que dans chaque genre littéraire, les résumés ont tendance à se ressembler. Parce que leur fonction principale est avant tout de rassurer, de dire au lecteur « Ne t'inquiète pas, c'est bien le genre d'histoire que tu aimes, vas-y fonce ». Maintenant, imaginez, vous explorez les rayons d'une librairie à la recherche d'un bon polar depuis environ 1 heure. Et vous ne trouvez que des 4e de couverture qui semblent suivre le même schéma classique. Et là, au milieu de la masse, vous lisez ce résumé. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident? Suicide? Meurtre? La révélation de l'identité de la victime plonge le capitaine Catel Marel dans la sidération. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Ça, c'est la 4e de couverture de 3 vies par semaine de Michel Bussy. Vous pourriez penser que j'ai soigneusement sélectionné un roman précis, mais en fait ça aurait marché avec n'importe lequel. Le pitch de ces histoires sort toujours de l'ordinaire. Et ça change tout. Beaucoup d'auteurs pensent que le pitch n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est pas l'idée de départ, c'est ce qu'on en fait, c'est le traitement, c'est le roman en lui-même et pas son résumé. Par exemple, il faut voir comment cette lectrice résume Orgueil et préjugés de Jane Austen. Juste des gens qui vont chez d'autres gens. Pourtant, avec cette idée de base, Jane Austen a réussi à écrire un des romans les plus lus et les plus universellement reconnus. Le problème de cette manière de faire, c'est que si vous n'êtes pas déjà connu, rien ne pousse le lecteur à vous faire confiance. Si votre pitch est basique, peut-être que c'est parce que votre histoire aussi est très basique. Alors Michel Bussy choisit de vous interpeller dès la 4e de couverture, avec une idée que vous n'avez jamais lue avant. Et ça le distingue de presque tous les autres. Ok, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Une fois que vous avez acheté le livre, encore faut-il qu'il soit bon. Et pour ça, Michel Bussy a plusieurs techniques. D'abord, il va s'assurer qu'un maximum de lecteurs puissent découvrir ses romans pour la première fois. Pour ça, il va écrire dans un style qui se veut accessible et refuser le vocabulaire trop sophistiqué. Si j'emploie 2 fois le mot surpris dans une page, ma correctrice pourrait me proposer de le remplacer par interloqué. Je refuserais immédiatement et chercherais une autre solution pour éviter la répétition, car sans pouvoir l'expliquer, les personnages de mes romans sont surpris, voire étonnés, mais jamais interloqués. Et pour ces personnages, il fait un choix osé, qui va à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude. Il plonge la tête la première dans les clichés. Ces personnages sont des stéréotypes, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est vrai que j'ai tendance à préférer des personnages qu'on pourrait qualifier de stéréotypés. En tout cas, des personnages qui, dans un premier temps, sont surtout caractérisés par 1 ou 2 éléments, qui peuvent être un trait de caractère un peu exacerbé, qui peuvent être un trait physique, enfin voilà. C'est quelques éléments qui vont caractériser ces personnages, et ensuite c'est l'histoire qui va les faire évoluer. Des personnages stéréotypés, ils vont manquer de profondeur, ça c'est vrai. Mais ils vont aussi être plus faciles à différencier, parce que leurs traits de caractère ressortent très fort. Et ça c'est un énorme avantage, surtout au début d'une histoire. Je suis sûr que vous avez déjà lu un roman où tous les personnages se ressemblent un peu trop, et où vous passez votre temps à vous demander qui est qui. Alors même si les clichés sont risqués, ils permettent d'éviter la confusion et de laisser le lecteur se concentrer sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, dans son dernier roman en date, Mon cœur a déménagé, il présente Consuelo, une petite fille à papa qui est née avec une cuillère en argent.
Elle vit dans une maison bâtie sur une colline, la seule de toute la métropole rouennaise, entourée de champs, de pins et même de vignes. Et sa mère élève des angoras, des petites fortunes sur pattes. Une couvée de chatons, d'après toi, vaut davantage qu'une des Mercedes de papa. En quelques lignes, le personnage est posé. Alors pour certains, un vocabulaire simple et des personnages stéréotypés sont des grosses faiblesses d'écriture, qui vont les rebuter. Par exemple, dans les critiques de Mourir sur scène, de Michel Bussy, on trouve cette critique. Les personnages de ce livre sont, je trouve, assez stéréotypés, les bons comme les méchants, y compris le célèbre profiler parisien, qui vient mettre un peu d'ambiance dans l'enquête. Mais si vous arrivez à dépasser ça, ou si ça ne vous dérange pas trop, votre lecture sera d'autant plus agréable, et vous rentrerez plus facilement dans l'histoire. Une lecture agréable, c'est bien, mais ça ne suffit toujours pas à faire un best-seller. Alors Michel Bussy est aussi connu pour son utilisation du suspense. Pour créer de la tension, beaucoup d'auteurs vont choisir de nous faire vivre l'histoire à travers les yeux d'un seul personnage, comme Franck Tillier par exemple, avec Charcot, ou comme Bernard Minier avec Servaz. Mais ici, encore une fois, Michel Bussy ne fait pas comme les autres. Et l'autre école, qui est plutôt la mienne, en tout cas celle que je pratique le plus souvent, c'est au contraire le récit choral. C'est-à-dire qu'on va maintenir ce suspense, cette attention, parce qu'on aura plusieurs narrateurs, on aura plusieurs personnages, et on va en permanence passer d'un personnage à l'autre, d'un point de vue à l'autre, et donc le lecteur aura l'impression d'avoir toujours soit un temps d'avance, soit un temps de retard. On en trouve un exemple dans Mon cœur a déménagé, où un chapitre raconté par le personnage de Nina se termine par « Écoute-moi bien Karim, je sais que tu mens. Je sais que tu ne m'as pas dit ce que tu as vu la nuit du 29 avril 83. Tu as laissé Joe croupir en prison sans lever le petit doigt, alors qu'il n'avait pas poussé Maja. Qui protèges-tu Karim? Qui es-tu Karim? Qui était avec toi cette nuit-là » On meurt d'envie d'avoir la réponse de Karim. Malheureusement, le chapitre suivant est raconté par un autre personnage qui n'a aucune idée de ce qui s'est dit pendant cette conversation. Pour avoir la réponse, il va encore falloir patienter un peu. Et c'est comme ça, en plantant des mystères dont il ne nous donne pas la réponse tout de suite, et en sautant d'un narrateur à l'autre au bon moment, qu'il nous fait tourner les pages sans même qu'on s'en rende compte. Même ses détracteurs sont d'accord pour dire que ces romans se lisent tout seuls. Mais attendez une seconde, il y a quelque chose qui cloche. Des auteurs qui maîtrisent le suspense, il y en a plein. Pourtant, tous ne sont pas des auteurs de best-sellers en série. Il doit bien y avoir quelque chose en plus, quelque chose qui distingue Michel Bussy de tous les autres. En terminant n'importe quel roman de Michel Bussy, il y a quelque chose qui va vous sauter au visage. Ils se terminent tous par un retournement de situation spectaculaire qui va vous donner l'impression que vous regardiez du mauvais côté depuis le début. C'est ce qu'il appelle un twist. En soi, ça n'a rien de particulièrement étonnant. La plupart des auteurs de polar ou de thriller utilisent des twists. Sauf que pour eux, c'est plus un élément, une technique parmi d'autres qui permet de relancer l'intérêt ou de surprendre au bon moment. Pour Michel Bussy, c'est plus que ça. Tout son roman tourne autour de ce twist. Ma marque de fabrique est de partir d'une situation a priori impossible, qui peut sembler flirter avec le surnaturel, puis de trouver une issue plausible. Pour cela, je place un twist, une astuce dans la narration qui rend possible ce retournement et qui doit manipuler le lecteur sans jamais lui mentir et en lui proposant une solution rationnelle. Une telle construction demande une mécanique au rouage parfait pour fonctionner. Si le moindre défaut apparaît, alors le roman tout entier s'effondre. Et c'est là toute la difficulté des romans à twist. Surprendre n'est pas suffisant. Il faut aussi que la surprise soit crédible une fois qu'on a toutes les cartes en main. Il y a quelques années, je me rappelle être allé voir Insaisissable au cinéma. Et attention parce que je vais devoir spoiler le film. Ça raconte l'histoire de 4 magiciens très doués qui reçoivent une mission de la part d'un personnage mystérieux et qui en même temps doivent éviter de se faire coffrer par le FBI et notamment par l'agent Rhodes. Et à la fin, on apprend que ce personnage mystérieux n'était autre que l'agent Rhodes lui-même, qui faisait donc semblant depuis le début d'enquêter sur les magiciens et d'essayer de les arrêter, alors qu'en fait c'était juste une couverture. Il essayait en réalité de voler des personnes qui avaient lésé son père bien des années plus tôt. C'était un twist très surprenant, parce que cet agent du FBI était la dernière personne que j'aurais suspectée. Mais en sortant de la salle, j'avais quand même l'impression qu'on s'était un peu foutu de moi. Franchement, si votre but c'est de venger votre père, est-ce que vraiment la meilleure stratégie c'est de passer des années à intégrer le FBI et d'engager sur le côté des magiciens? Il y a un truc qui tient pas debout. C'est l'exemple d'un scénario qui est certes surprenant au départ, mais qui s'effondre dès qu'on y réfléchit plus de 5 secondes. Et c'est justement pour ça que Michel Bussy part du twist pour construire tout son roman, pour être sûr que l'ensemble va rester crédible et qu'il ne va pas se laisser emporter par la seule volonté de nous surprendre à tout prix. Et les lecteurs adorent. Un twist, surtout à la fin, ça provoque une émotion incomparable dont on va se souvenir même après sa lecture.
Il aura fallu 20 pages, les toutes dernières, pour faire d'une banale enquête policière un des livres les plus marquants et émouvants de son époque. Et à force d'habituer ses lecteurs à un twist final, il crée une attente. Vous savez que si vous attrapez un livre avec écrit Michel Bussy sur la couverture, il y aura une fin qui va vous retourner le cerveau. Vous jouez à essayer de deviner la solution avant les dernières pages, mais la plupart du temps, vous vous laissez berner et vous en redemandez. C'est de cette manière que Michel Bussy s'est fait connaître en quelques années comme le roi du twist. Et maintenant, le twist est associé à son image. Personne ne peut faire la même chose sans risquer d'être comparé à lui. Alors concrètement, comment il s'y prend en pratique pour nous retourner le cerveau? Dans cette partie, je vais spoiler la fin du roman Nymphéa Noire. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de mettre pause. Dans ce roman, on suit une enquête policière à Giverny où un meurtre a été commis. Et en plus de l'enquêteur, on a 3 personnages narrateurs. Il y a Fanette, une petite fille ambitieuse, pleine de vie, qui adore la peinture. Il y a Stéphanie, une institutrice assez belle qui attire tous les regards. Et il y a une vieille dame qui n'a même pas de nom, qui est un peu acariâtre et qui commente les choses de l'extérieur. Ces 3 personnages sont liés par l'histoire et aussi par un chien qui s'appelle Neptune et qu'on les voit promener de temps en temps au cours du roman. Alors, où se trouve le twist là-dedans? D'après Michel Bussy lui-même, le roman à twist consiste généralement à raconter 2 histoires à la fois, celle que croit lire le lecteur et celle qui lui sera révélée. La révélation finale, c'est que depuis le début, Fanette, Stéphanie et la vieille dame ne sont en fait qu'une seule et même personne à différents âges de sa vie. Fanette, le surnom d'enfant qu'on donnait à Stéphanie quand elle était petite, Stéphanie son nom d'adulte quand elle a déjà revu un peu ses illusions à la baisse et qu'elle est dans la vie active, et enfin la vieille dame qui n'a même plus de nom parce que personne ne la remarque et personne ne lui parle. Il existe dans un roman à twist un écart entre la réalité perçue par le lecteur et celle écrite par le romancier. Cet écart ne peut reposer que sur une omission. Le romancier omet volontairement de préciser un détail, mais le lecteur ne s'en aperçoit pas, le considère comme acquis et donc se persuade d'un fait qui n'a en réalité jamais été énoncé, mais habilement suggéré. Ici, la fameuse omission, c'est la différence de temporalité. On part du principe que tous les narrateurs sont différents et que l'histoire qu'ils nous racontent se passe en même temps que l'enquête policière. Mais en fait, rien ne nous le précise. C'est nous qui faisons une supposition erronée et qui tombons dans le piège. Et moi, cet écart entre la réalité perçue par le lecteur et celle écrite par le romancier, ça me fait beaucoup penser au rêve. Ça vous est jamais arrivé de rêver de quelque chose et en vous réveillant, de vous demander comment vous aviez pu croire à ça? Comment le fait de voir votre patron avec une tête de sanglier, ça vous avait pas mis la puce à l'oreille, par exemple? Un twist, ça fonctionne de la même manière. Vous croyez dur comme fer à votre réalité, jusqu'à ce que vous vous réveillez. Mais qu'est-ce qui se passe si le lecteur se réveille avant la fin? Si au milieu de l'histoire, il se rend compte de la supercherie? Alors, tout le roman s'effondre. C'est justement pour ça que Michel Bussy va un cran plus loin. Il ne s'arrête pas là, il a besoin de niveaux de sécurité supplémentaires. Dans le film Inception, et je vous préviens, je résume fortement, allez voir le film, les protagonistes sont capables d'implémenter une idée dans le cerveau de quelqu'un pendant que cette personne rêve. Et quand elle se réveillera, elle pensera que l'idée vient d'elle. Le problème, c'est que si cette personne s'en rend compte, alors ça ne marchera pas. Donc pour implanter une idée vraiment difficile, ils vont créer plusieurs niveaux de rêve pour brouiller encore plus la réalité. Un rêve, dans un rêve, dans un rêve, etc. Chaque niveau rend plus difficile de se rendre compte qu'on est en train de rêver. Et Michel Bussy fait exactement la même chose. Le deuxième niveau, en fait, vous le connaissez déjà. C'est les surnoms, qui nous donnent l'impression qu'on a affaire à 3 personnes différentes, alors qu'en fait, c'est une seule et même personne. Le troisième niveau, c'est le chien Neptune, qu'on voit les différents personnages promener. Si dans un éclair de lucidité, vous vous dites, tiens, et si Fanette, c'était la vieille dame quand elle était plus jeune? Il y a une petite voix qui va vous dire, mais c'est pas possible, elle promène le même chien. Un chien, ça ne vit pas 60 ans. Mais qui a dit que c'était le même chien? En fait, à chaque fois qu'il meurt, Stéphanie a un nouveau chien auquel elle donne le même nom. Seulement quand vous lisez, vous ne pensez pas à cette possibilité. Vous supposez que parce qu'ils ont le même nom, c'est forcément le même chien. Encore une fois, vous faites une supposition erronée. On pourrait s'arrêter là, mais en fait, il y a encore un 4e niveau que j'appelle les fausses interactions. C'est quand Michel Bussy vous fait croire que 2 personnages, qui sont en fait un seul et même personnage, interagissent, alors qu'en fait, il se base encore une fois sur une omission. Un petit exemple. Il se trouve que Fanette est une enfant et qu'elle va à l'école. Elle a donc une maîtresse, et dans le livre, on a 7 extraits. Fanette referme derrière elle la porte de la classe de l'école. Son visage est livide. Paul se doute que ça ne présage rien de bon. Dis donc, ça n'a pas été long, qu'est-ce qu'elle t'a dit la maîtresse? Elle t'a cru pour James? Elle ne t'a pas disputé tout de même? Et on s'imagine sans réfléchir que cette maîtresse c'est forcément Stéphanie, puisque d'ailleurs, Stéphanie est présentée plutôt dans le roman comme Stéphanie Dupin, unique institutrice de l'unique classe du village.
Alors c'est la preuve ultime, les deux personnages étaient dans la même pièce et ils ont même parlé. Donc c'est forcément que c'est bien deux personnages différents. Sauf qu'encore une fois, rien ne nous dit que cette fameuse maîtresse était bien Stéphanie. Tous ces niveaux ont un même but, nous enfoncer dans l'illusion qu'on a bien affaire à trois personnages différents. Au moment de la révélation finale, le réveil est brutal. Si les idées présentées dans cette vidéo vous inspirent, j'ai créé un document de synthèse que vous pourrez télécharger gratuitement dans la description. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez remarqué que ce format est très différent de ce que je faisais d'habitude. C'est parce que cette année, j'essaye de faire des tests, de proposer des nouveaux formats, des nouvelles idées de vidéos, et de voir ce qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Est-ce que c'était trop long, pas assez? Est-ce que ça manquait d'exemples? Est-ce que vous voulez que je parle plus de l'histoire et de la progression d'un auteur, ou que je me concentre plus sur l'aspect écriture? Toutes vos critiques constructives seront intéressantes pour moi, alors n'hésitez pas.